Bonjour, je suis Alexis Michalik, le réalisateur, scénariste et l'un des acteurs d'une histoire d'amour. C'est l'histoire de Katia et Justine qui vont tomber amoureuses, deux jeunes femmes, dont l'une est lesbienne et l'autre hétéro, mais elles tombent quand même amoureuses. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il y en a une des deux qui a un peu peur d'entrer dans une relation, l'autre qui a plus l'habitude. Mais elle va finir par être convaincue, jusqu'à être convaincue de faire une FIV pour avoir un enfant. Et au moment où Katia va tomber enceinte, Justine la quitte et c'est le début du drame. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis un an ou deux à l'époque, mais comme j'ai plusieurs projets souvent en tête en même temps, c'est né d'une chanson qui est une chanson qu'on n'entend pas dans le film, mais qu'on entend dans la pièce, qui est la dernière chanson qu'on entend, et où je me disais, ah, ça ferait une bonne fin, et je voyais très bien la scène se dérouler, mais j'avais pas la pièce. Donc c'est parti de la fin, c'est parti de la scène de fin, donc je ne vais pas dévoiler, hein, évidemment. Et puis petit à petit, j'ai construit le reste de l'histoire. Et à un moment de ma vie, j'ai traversé une rupture assez douloureuse et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour parler pour raconter cette histoire, puisque ça parle de l'amour, mais aussi de la perte de l'amour, de qu'est-ce qui reste de l'amour, de est-ce que l'amour peut vraiment complètement disparaître, donc des thématiques que j'étais en train de traverser d'assez près. Et on est toujours mieux pour parler de quelque chose quand on est au plus près de son sujet. Donc voilà, je l'ai écrite assez vite, cette pièce, et ensuite on l'a montée assez vite aussi, euh, avec cette équipe d'actrices assez incroyable. Et puis, 2 mois après, il y a eu le confinement. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant que les théâtres sont fermés? Moi, je me suis retrouvé assez désœuvré. Pour la première fois depuis un bon bout de temps, tous les théâtres étaient fermés. Dès la première de la pièce, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est un film, faut que tu en fasses un film, faut que tu en fasses un film, qui était quelque chose que j'avais pas du tout prévu. Mais à force, je me suis laissé convaincre un peu par mon entourage en me disant, bon, bah, je vais essayer de l'adapter en scénario et de voir si éventuellement ça peut intéresser quelqu'un et si le scénario est pas mal. Et donc, un peu comme ça, comme un exercice, je m'y suis mis dans la première partie du confinement et petit à petit, j'ai commencé à faire lire le scénario, on a eu des bons retours et puis on s'est retrouvé à faire le film, quoi. Et le seul truc que je voulais, c'était j'avais envie d'essayer de monter le film avec l'équipe de création, c'est-à-dire toutes les actrices et moi-même, puisque je jouais dedans à l'ouverture, qui avaient créé les rôles. Et je me suis dit, tiens, ce serait vraiment un joli tour de force de faire ça avec l'équipe de créa de la pièce. Il y a eu ça, bien sûr. Il y a eu une grosse adaptation, bon, déjà au scénario, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire au théâtre. En fait, au théâtre, ça semble très cinématographique, et c'est vrai, et c'est beaucoup dans la mise en scène et dans le fait que les scènes sont assez courtes par rapport à la pratique théâtrale classique. Mais, euh, mais en réalité, par exemple, il y a au théâtre, une scène de 5 minutes avec deux personnes qui parlent, ça dérange personne. Ça va très vite. Au cinéma, une scène de 5 minutes avec deux personnes qui parlent, c'est interminable. Donc, c'est des choses dont on s'est rendu compte d'abord à l'écriture. D'abord à l'écriture où effectivement, il a fallu aérer, amener plus de décors. Et puis, je voulais vraiment que ce soit une fresque un peu à l'italienne, comme un film que j'avais adoré dans les années 2000 qui s'appelait La Melia Gioventù, Nos meilleures années, qui était une fresque de 2 fois 3 heures qui traversait 40 ans d'histoire italienne. Donc, je me disais, bon, bah là, voilà, on va essayer de traverser 20 ans, 25 ans de leur histoire à eux. Euh, et puis, euh, et puis, il y a eu une deuxième écriture vraiment profonde au montage, où je me suis rendu compte que malgré mon aération, malgré mes coups, malgré tout ça, c'était encore pas mal théâtral, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des répliques dont j'étais persuadé qu'elles allaient sonner hyper bien au cinéma, mais il n'y a rien à dire. Quand je les entendais, ben, ça, c'était trop théâtral, c'était trop dit, c'était trop récité, quoi. Et en même temps, c'est toute la difficulté parce que c'est vrai que moi, je suis un auteur, donc j'écris des dialogues et donc les dialogues ça peut ressembler à des dialogues et j'avais envie d'être quand même dans un truc assez réaliste et assez contemporain.
Donc, il y a eu un gros travail de montage d'élagage où on a enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de répliques, parfois des scènes entières, en gardant uniquement les regards et en mettant juste de la musique qu'on avait pourtant filmé, hein, qu'on avait pourtant filmé avec tous les dialogues, etc. Et puis, c'était trop, c'était comme si on réexpliquait quelque chose. Et ça confirme l'adage que je pensais déjà, mais que vraiment maintenant ça me frappe, c'est qu'au théâtre, on raconte et au cinéma, on montre. Je fais toujours la chasse à l'ennui, j'ai toujours un problème avec l'ennui. Et là, en l'occurrence, ben, ce rythme, il semblait évident, mais pas, il y a eu beaucoup de versions de montage. Donc là, on va dire que les premières versions de montage, le film, il durait 1h47. Et puis là, le film, il dure 1h, je crois, 25, 26 peut-être. Donc, on a perdu 20 minutes, quoi, en resserrant, en coupant, en amenant ce rythme-là, en allant à l'essentiel de qu'est-ce qu'on raconte. En fait, il y a eu j'ai eu plusieurs vraiment enseignements de ce film. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Bon, d'abord, l'évidence qui est que quand tout va bien dans la vie des personnages, on s'en fiche. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, moi, j'avais beaucoup de scènes où tout se passait bien et puis elles ont disparu. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que maintenant, quand je tournerai, je laisserai un petit peu de place à des regards, à des silences, à des choses qui se passent pas forcément dans le texte. Parce que, bon, voilà, je suis scénariste, donc moi, je filme le texte et parfois, je me rends compte que, ah mince, ça, j'aurais pu le faire comprendre autrement qu'avec du texte. Parfois, c'est plus subtil de le faire comprendre avec un regard, une musique, et je suis quelqu'un de très musical. Moi, je travaille beaucoup à l'oreille. Je suis pas du tout visuel. Je suis nul en visuel, en fait. Je suis incapable de dessiner, par exemple. Je suis incapable de visualiser une scène. Euh, et donc, c'est pour ça que je m'entoure de gens qui vont m'apporter qui vont combler mes faiblesses et mes lacunes. Mais, euh, mais moi, je pars vraiment du verbe et du récit. Je suis vraiment un raconteur, quoi. Donc, le dialogue est primordial. Et une fois qu'il n'y a pas de dialogue, je suis un peu perdu, quoi. Je ne sais pas trop comment faire. Et là, dans ce film, il y avait ce truc de bon, bah, comme on enlève les dialogues, qu'est-ce qui reste? Bah, il y a vraiment beaucoup de rythme parce que j'ai pas de gras, j'ai pas de regard. Et donc, parfois, on est allé bidouiller des trucs, on allait chercher des regards qui n'étaient pas du tout à ce moment-là pour réussir à faire une question-réponse. Ça a été vraiment une grosse réécriture au montage, quoi. Et beaucoup. C'est vrai que bon, évidemment, il y a de la prépa parce qu'au cinéma, quand même, on arrive sur un décor, donc on a déjà vu le décor, donc on réfléchit quand même au moment du décor. Mais, euh, mais oui, ça m'est beaucoup arrivé de me dire, bon, bah ça fonctionne pas, comment on change? Parfois, voilà, les contraintes techniques nous poussent à repenser ce qu'on voulait. Parfois, on va absolument vouloir chercher ce plan-là. Et puis, ce plan-là ne va pas forcément fonctionner comme on voulait. Donc, il faut trouver une autre solution. Si moi, j'avais imaginé une séquence entière au Steadicam en un plan et que ce jour-là, il y a beaucoup de vent et qu'on ne peut pas sortir un Steadicam parce que ça tremble, eh ben, il faut réinventer, il faut trouver une autre manière de filmer cette scène. Après, c'était un film voilà, c'était un film avec évidemment un plus petit budget que le précédent, et bon, qui était un film en costume, etc. Donc, il y avait aussi beaucoup de. C'est un film qu'on a tourné en 30 jours avec 56 décors. Et bon, pour des gens qui ne sont pas particulièrement du cinéma, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour les gens qui savent, ça veut dire que c'est très rapide, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change constamment de décor, et quand on change de décor, il faut déplacer toute l'équipe, etc. Et, et donc, non seulement il y avait un rythme extrêmement soutenu sur le plateau, mais en plus de ça, je jouais dedans. Et quand on joue dedans, on n'a pas la vision de ce qui est en train de se tourner. Donc, on est obligé soit de l'imaginer, soit de faire confiance à notre équipe, soit d'aller vérifier au combo. Mais quand on va vérifier au combo, bah, ça double le temps parce qu'on attend que le réalisateur ait revu la prise, etc. Donc, on était dans une espèce de rythme effréné et on n'avait pas de place pour du gras, quoi. On ne pouvait pas dépasser, on ne pouvait pas avoir un jour de retard, etc. Et on a même réussi à gratter un jour, en fait. On est arrivé
à tourner la première semaine. On était dans le même décor, donc l'appartement des filles. Et du coup, j'ai cravaché, cravaché. Et au final, on a réussi à faire en 4 jours ce qu'on devait faire en 5, quoi. Ce qui nous a permis pareil, de souffler un peu. Mais cette espèce de quête d'urgence, elle se ressent, je pense, dans le film aussi, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui va mourir dans la deuxième partie et du temps qui lui reste. Et elle a le temps et c'est Katia, elle a le temps de rien faire à part, il faut absolument qu'elle s'occupe de trouver quelqu'un pour s'occuper de sa fille. Elle a beaucoup de choses à gérer. Et il y a cette urgence qui, je pense, se transmet, ce rythme qui se transmet dans le film. Donc, donc c'était ça nous a aidés en fait, en quelque sorte, mais pour revenir à la question, ben, souvent, effectivement, j'arrivais, je me disais, bon, là, le plus important, c'est que j'ai ma séquence, quoi. Et je pense que c'est un truc que tous les réalisateurs doivent avoir. Le cinéma, c'est assez simple en fait. Pendant 2 heures, on te donne ton décor, tes comédiens, tes figurants, ton équipe technique, et on te dit, là, tu as 2 heures pour faire cette scène. Le soleil est au bon endroit, tout est en place. Bon, si on a de la chance, hein, il peut y avoir aussi des nuages, etc. C'est une autre galère, mais si tout est là, tu as 2 heures pour tout faire. Et au bout de 2 heures, si tu n'as pas tout fait, c'est là que les ennuis commencent. Parce que tu vas perdre, hein, les producteurs vont regarder la montre, il va y avoir un problème, les figurants vont devoir partir, la lumière sera plus au bon endroit, il va falloir compenser le soleil. Donc, le plus important, c'est de rentrer cette scène. Et une fois qu'elle est rentrée, on peut réfléchir à autre chose, quoi, au bonus ou au temps qui nous reste. Donc, je pense que j'avais ça constamment sur le plateau. Et encore une fois, comme j'ai vraiment pas la. Il y a beaucoup de films que je vois où je me dis, ah ouais, ça, je serais incapable de faire. Là, je vois que le réalisateur, il a une vision de cinéma, hein. Je vois les images, je vois le concept de la scène, je vois comment c'est filmé, j'analyse à chaque fois un petit peu et je me dis, ah ouais, ça, c'est très malin. Ça, c'est vraiment un vrai réalisateur qui pense comme ça, quoi. Moi, je me considère pas comme un vrai, entre guillemets, réalisateur. J'ai vraiment l'impression d'être un raconteur d'histoire et j'essaie de compenser un peu bon, bah, comment filmer ce truc parce que je vais comment dire, je vais essayer de dégager l'essence de la scène, ce que ça raconte, et me dire, bon, bah, comment raconter ça de la manière la plus efficace possible dans le temps imparti. Mais j'ai pas ce truc de me dire, bah, je veux que ce film, il ait une couleur, j'ai pas vraiment beaucoup de références cinématographiques en termes de réal pur. C'est plutôt, je vais faire à chaque fois avec les moyens qui me sont impartis, quoi. Je vais me dire, ah bon, bah, j'ai pas de quoi avoir une grue, bon, bah vas-y, on va mettre la caméra à l'épaule et on va aller filmer ça comme ça, quoi. Et je pense que c'est un truc qui se retrouve tout le temps, que ce soit au théâtre, au cinéma, dès qu'il y a un budget à tenir et qu'il faut rendre le film à l'heure et qu'on n'a pas le choix, bah, on fait avec ce qu'on a, quoi. Si j'ai des moyens illimités et qu'on me dit, tu as 3 jours pour faire cette scène, bon, bah super, je vais prendre mon temps. Mais si on me dit, tu as 2 heures et tu as juste une caméra et tu as tel acteur qui doit partir à telle heure, bon, bah, je vais faire aussi avec, quoi. En fait, les deux étaient des potes à moi, de manière assez surprenante. Elles étaient toutes les deux comédiennes, bien sûr. Marika, j'avais déjà travaillé avec elle, elle avait fait mon assistante sur une pièce, sur Intramuros, une pièce à moi. Et ensuite, elle avait repris un rôle dans Le Porteur d'Histoire. Et Juliette, elle, je la connaissais parce qu'elle était cuisinière. Et elle faisait une émission culinaire sur TF1 et elle faisait des dîners pour plein de gens. Elle était comédienne aussi, hein, mais elle touchait un peu à tout. Et moi, je l'avais rencontrée en tant que cuisinière et je l'avais embauchée pour faire le buffet d'Edmond, de la 300e d'Edmond. Et suite à ça, on est devenus copains, quoi. Donc, on était juste potes et je savais qu'elle était comédienne, mais sans plus, quoi. Et au moment où j'écris cette pièce, c'était un été, et puis je suis dans ma maison, j'ai une maison dans le sud, et j'ai des amis qui étaient dans cette maison, dont Juliette, Marika, leurs copains respectifs, etc. Et je leur dis, bon, je viens d'écrire une pièce, j'aimerais bien l'entendre, et je pense également à jouer le rôle, donc j'aimerais bien que vous m'entendiez aussi dedans pour me dire si c'est nul ou si ça a du sens. Et donc, on a fait cette lecture un peu improvisée autour de la table avec les cigales, etc. Et je dis, bon, bah, du coup, bah, Marika, t'as qu'à lire Justine, et puis Juliette, t'as qu'à lire Katia, quoi. Et on a commencé à lire cette pièce, et 30 minutes plus tard, on était tous en larmes, quoi. Tout le monde était en larmes.
elle pleurait, moi je pleurais, les gens qui nous écoutaient pleuraient, enfin, tout le monde était dans cette espèce de moment un peu magique où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui s'est trouvé, quoi. Et de fait, bah, moi, j'avais trouvé mon trio, quoi. Et suite à ça, je me suis dit, bon, bah, je vous rappelle en septembre, on se fera une petite lecture un peu plus pro, quoi. Et elles ont créé les rôles. Et puis, bah, suite à ça, quand j'ai fait le film, j'ai dit, bon, bah, je vais les embarquer avec moi, quoi. Il y avait aussi ce truc de, comme ça les suit pendant 15-20 ans, j'avais envie que ce ne soit pas des comédiens qu'on connaisse et je veux dire, si on voit Marion Cotillard et qu'elle nous dit, grâce à la magie du cinéma, j'ai 25 ans ou j'ai 75 ans, on sait que c'est Marion Cotillard grimée. Là, il y avait cette espèce de truc de, bah, en fait, comme on ne les connaît pas, on ne sait pas si c'est des comédiennes de 45 ans qui sont grimées au début ou des jeunes comédiennes qui sont grimées par la suite. On est juste dans les personnages, quoi. Donc il y avait ce truc qui marchait aussi, je trouve, dans cette fresque que j'avais déjà trouvé dans ce film italien d'ailleurs, vu que c'était des comédiens que je connaissais pas du tout et on les voyait vieillir, on se disait mais c'est génial en fait, c'est juste les persos quoi. Non, mais c'est-à-dire que tous les rôles du film, à part les enfants qui ont été castés par Sofia Ivara, qui est ma directrice de casting enfant, qui a aussi trouvé Léontine qui joue la jeune Jeanne. Euh, tous les rôles, en fait, c'est soit des acteurs à moi, des acteurs que je connais, qui ont joué dans mes pièces, ou des gens, ou des acteurs que je connais qui n'ont pas forcément joué dans mes pièces, mais que je connais quand même. Donc à chaque fois, c'était tout simplement un coup de fil et est-ce que ça te dit de venir en tourner un jour ou deux? Et voilà. Donc ça fait partie du casting, quoi. Il y a pas, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a présenté des acteurs. C'est vraiment ma troupe, quoi. Donc, donc ouais, et d'ailleurs, je crois que c'est Sophia qui m'a dit, non, non, mais tu sais, mets casting sur le générique parce que c'est pas rien le casting d'un film, quoi. Surtout quand les potes sont des acteurs talentueux, c'est surtout ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas non plus bon bah je vais donner le rôle à n'importe qui. Je veux dire, c'est tous des très bons comédiens. Il y a pas d'hésitation là-dessus quoi. Mais oui, c'était un film là-dessus. C'était aussi l'occasion parce que ce film, effectivement, la plupart des gens qui jouent dedans, on se connaît, on est copains, et Pauline Bression aussi qui joue la danseuse qu'on découvrira sur la deuxième partie du film. Pareil, c'est quelqu'un de très proche aussi. Et il y avait, et surtout, on l'a produit entre potes, en fait. C'est-à-dire que c'est la première fois, Edmond, c'était produit par les gens de film et Gaumont. Et là, comme on s'est dit au début, où on s'est dit, bon, on veut faire le film avec l'équipe de la pièce, avec mon associé Benjamin Belcourt et Camille Thor, qui sont mes producteurs au théâtre. On s'est dit, bon, qui va produire ça, quoi? Et ben, nous, en fait. Donc on a créé notre boîte de production de cinéma pour faire ce film et qu'on a financé ensuite avec le Pacte, France 2 et Canal+, qui nous ont suivis. Et quand je dis de boîte, Camille et Benjamin, ça remonte, on était au lycée ensemble, quoi. Donc c'est des histoires qui sont 20 ans d'amitié et d'aventure au théâtre, de création, et à chaque fois, c'est des paris. Donc il y avait quelque chose sur ce film de très potes. Et il y avait une ambiance aussi particulière parce qu'on a. Donc bon, c'est mon film, bien sûr, mais c'est aussi un film de femmes. Il y a que des femmes. Tous les rôles sont, à part William, à part le mien, c'est des femmes. Katia, Justine, Claire et la petite Jeanne, c'est des femmes. Et donc on s'est dit, bon, on va aller au bout du truc et on a pris. Au départ, on voulait juste avoir une parité dans les chefs de poste. Puis en fait, on a dit non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre que des femmes. Donc, c'est un film dont tous les chefs de poste sont des femmes. Mary Spencer, notre chef-op, voilà, l'ingé son, la première assistante, la déco, tous les chefs de poste, quoi. Donc, ça a été une ambiance très détente sur le plateau. Il y avait quelque chose de très familial et et hyper détendu, quoi. Il y a eu un truc sur ce film, c'était une histoire d'amour, quoi. Non, bah, c'était une évidence. Il y avait ce truc où on partait tous ensemble. Donc, c'est un rôle moi, quand j'ai créé le truc, souvent, quand j'écris pour le théâtre, je me dis pas, ah tiens, je vais me placer. Vraiment, je me dis qui sont les meilleurs acteurs pour ces rôles-là. Point. Et il y a eu plusieurs fois où
j'écrivais une pièce et je me disais, ah tiens, je pourrais le faire, ce rôle-là, mais quelqu'un d'autre va le faire beaucoup mieux que moi. Et là, pour le coup, sur une histoire d'amour, vraiment, plus j'écrivais, plus je me disais, c'est mon, c'est mon créneau, quoi. Et puis, il y a du sens à ce que je le joue. C'est un espèce d'écrivain, voilà, donc qui a du succès, mais en même temps, qui est très malheureux. Et qui, voilà, et il y avait il y avait vraiment un truc un peu marrant de le faire moi, quoi. C'est un peu une version de si jamais vraiment beaucoup de choses se passent mal dans ma vie, qu'est-ce que ça pourrait être moi dans 5 10 ans? Voilà, c'est ce personnage-là, quoi. Et puis il avait aussi ce sarcasme, cet humour, cette espèce d'humour de résistance face aux choses horribles qui lui arrivent, qui leur arrivent tous, qui est un humour qui est le mien, en fait. C'était aussi une composante essentielle du perso. Et puis enfin, il y avait évidemment le plaisir de jouer. Bon, si j'avais su que ça allait être aussi tight en termes de timing, et puis voilà, de réaliser, et puis surtout, il y a quand même beaucoup de scènes d'émotion Donc, c'est encore jouer, et puis ensuite couper et faire le truc, ça va, mais alors d'avoir 4 secondes pour se mettre vraiment dans l'émotion, et puis ensuite en sortir en disant, bon, bah, on passe au 75, on change de focale, etc. C'était un peu sport, quoi. Mais c'était tellement agréable de faire ça en famille, tous ensemble, soutenu, aimé, etc. Et puis oui, à la base, moi, je suis acteur, donc il y a un vrai plaisir, quoi. Mais disons que le plaisir de l'acteur, il arrivait vraiment en dernière position en termes de responsabilité et d'importance. Il y avait d'abord, OK, OK, écrire, OK, réaliser, OK, caster, OK, produire. Ah, maintenant, je peux jouer. Donc, mais c'était cool, c'était chouette. Bah, déjà, Angoulême, avant même d'avoir présenté Edmond, j'avais fait partie du jury une année. Et donc, j'avais vraiment découvert le festival et j'avais tellement aimé Et pourtant, c'était en 2014 et pourtant, j'étais en train de faire un burn-out à ce moment-là. Et j'étais C'était horrible, quoi. Vraiment, c'est comme avoir une sorte de migraine permanente et en plus en voyant 10 films sur 3 jours, donc c'était rock'n'roll, quoi. Et malgré ça, j'ai vraiment adoré l'ambiance du festival. Moi, j'ai un amour d'Avignon, évidemment, parce que c'est là où j'ai grandi et c'est le festival de théâtre par excellence. Et j'ai toujours été dans le Off, qui est un festival hyper populaire et très ouvert. Et je trouve que c'est le contraire, on va dire, dans la philosophie d'un festival de Cannes, où on est vraiment dans un festival de stars, d'élite, où pour rentrer dans la projection et pour monter le tapis rouge et pour mettre sa plus belle robe, et on est quand même dans quelque chose de très pointu et avec beaucoup de barrières. Et le festival d'Avignon, c'est l'inverse. On peut rencontrer tout le monde à chaque coin de rue, tout le monde se croise, les acteurs tractent les spectateurs, etc. Ça discute à la sortie du théâtre. Et je trouve qu'Angoulême a ces qualités-là. Je trouve qu'Angoulême, c'est un festival très populaire. C'est un festival où déjà, on va voir que des films français et francophones. Donc, il y a un vrai axe où moi, je vois jamais autant de films français que quand je suis à Angoulême, quoi. Vraiment, je me fais une cure de films français et c'est génial, francophone aussi. Et, euh, donc, il y a surtout une proximité avec le public, il y a un amour du cinéma. Les gens viennent vraiment pour voir les films. Et c'est quelque chose de quand même primordial, vu que c'est un festival de cinéma avant tout, quoi. Et le public a vraiment son importance. Et quand j'ai présenté Edmond, eh ben, on a un avant-goût de... Alors, après Angoulême, le public est toujours très enthousiaste, hein, vraiment, pour avoir vu tous les films, il est vraiment content d'être là. Donc, en général, ça applaudit très fort tout le temps. Mais quand même, on entend les réactions du public et c'est la première fois qu'on entend vraiment une projoteste à grandeur nature, quoi. Donc Edmond, ça avait été un souvenir génial. Et puis c'était la première fois aussi que les acteurs découvraient le film, etc. Donc il y a eu vraiment un ensemble d'émotions. Mais même en tant que spectateur, je reviens, ça m'arrive souvent d'aller en Angoulême alors que je n'ai rien à proposer, rien à présenter, et juste de me prendre mon petit Airbnb ou ma petite chambre d'hôtel et de voir des films pour le plaisir de voir des films. Et cette année-là, je pense que c'est exactement ce que je vais faire. Bon, on aura peut-être une ou deux interviews, mais vraiment, il est évident que je vais venir pour la semaine pour voir des films et pas seulement présenter le mien, quoi.
Ouais, la francophonie, je crois que c'est 200 millions de personnes dans le monde qui parlent français, il me semble. Donc c'est énorme. Et il y a encore beaucoup de passerelles entre peuples francophones qui sont assez ténues. Qu'il y ait un festival de la francophonie, du film francophone, je trouve ça merveilleux. Et qu'il soit ouvert vers les cultures. Moi, je suis venu une année, c'était le Canada, je crois, enfin le Québec. Je suis venu une année, c'était le Gabon, peut-être, hein, c'était Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'était Côte d'Ivoire. Et là, cette année, c'est qui? Rwanda. Rwanda, voilà. Moi, il y avait eu les Belges aussi une année. Il y avait eu, bref, vraiment, chaque fois, il y a un truc de coup de projecteur sur un cinéma d'un pays francophone. Et non, je trouve que c'est une super idée, quoi. C'est vraiment une super idée. Mais encore une fois, ça va dans le sens que je disais tout à l'heure. C'est un festival populaire qui va faire découvrir des films, qui va faire découvrir une culture, une cinématographie, et pas qui va aller chercher uniquement un truc hyper pointu. Non, vraiment. On peut voir tous les films du Festival d'Angoulême sans se sentir à la porte. Et encore une fois, j'ai découvert là-bas plein de films dont je me souviens encore, quoi. Moi, je me souviens de la projection de Elle l'adore de Jairi, où je me suis dit, mais incroyable, là, j'ai découvert une scénariste hors pair. Donc voilà, et effectivement, l'histoire a prouvé qu'elle s'en sort pas trop mal, quoi.